que dans les méthodes, il y a des publics assez hétérogènes. Et, en fonction aussi de quand vous êtes arrivé sur React ou de comment vous l'utilisez, il y a des fois des petits trucs. Par exemple, il y a plusieurs manières d'écrire un composant. Outre le fait que ça ait des states et des props, je suppose que ça va être une redite pour tout le monde, hein, mais c'était pour. Donc, au début, avant que Babel se démocratise, tout le monde utilisait React Class, je suppose, parce que c'était la seule manière de faire. Donc, en fait, on peut aussi faire des classes. Et aussi, tout à l'heure, tu parlais des pure render mixing. Maintenant, on peut faire des fonctions pures. Donc, ça, moi, je trouve ça vraiment assez génial pour tester. Et c'est super lisible. Donc, j'essaye maintenant d'en utiliser le. Les CS sont purs à chaque fois, parce qu'il y en a qui disent on peut mettre un shoot component update dessus. Enfin, il y avait l'air d'avoir des trucs bizarres. Alors, j'ai jamais mis shoot component update dessus, mais c'est vrai que tu peux resetter des props dessus. Et j'ai vu passer des films qui disaient qu'ils allaient essayer de mettre du state aussi dans cette fonction-là. Donc, il y a un petit aussi, je sais pas si tout le monde sait qu'il y a un deuxième argument à cette fonction. Donc, le contexte dans React, j'ai mis le lien, vous verrez dans les slides, ils ont une petite page qui décrit pourquoi, c'est assez récent. Ça a été documenté officiellement, je crois, aux alentours du mois de septembre. On en entendait pas mal parler avant, sur des issues React ou des choses comme ça. Donc en fait, le concept du contexte, c'est vraiment très simple. C'est quand vous avez un arbre React, des fois vous filez des props à la chaîne, à tout l'arbre. Vous avez besoin de faire descendre de l'information et d'y accéder partout. Donc il y a une manière propre de faire, c'est de faire des props. L'autre manière, c'est d'utiliser des variables globales. Donc en fait, eux, ils ont introduit ça dans React. C'est une forme d'injection de dépendance. C'est un concept qu'on retrouve dans la plupart des langages. Les langages historiques, .NET, Java, ils utilisent ça à tour de bras. Côté front, il y a Angular qui utilise beaucoup ce concept. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'a pas attiré spécialement. Donc voilà. Il y a un petit warning, en gros dans la doc ils disent bien qu'il ne faut pas considérer ça comme stable, c'est une feature qui peut évoluer. Mais pour moi si ça évolue, c'est pas trop dans le concept, c'est plus dans l'API ou ces choses-là. On peut l'utiliser mais il faut l'utiliser à bon escient. Donc en gros, comment est-ce qu'on... c'est peut-être... Je me suis posé la question de par où j'allais commencer à en parler en fait, parce que c'est un peu en but en blanc, après je vais essayer de faire un chemin un peu inverse sur comment est-ce qu'on utilise le contexte. Là, c'est plus pour présenter l'API pour pas qu'elle surprenne. En gros, un parent, pour fournir un contexte à un enfant, il a juste une méthode à implémenter, c'est getChildContext. Et donc à partir de ça, tout l'objet qui va renvoyer dans cette fonction-là, ça va être fourni en tant que contexte à ses enfants. Et en plus de ça, il y a une propriété qu'on peut setter qui est childContextType, qui est l'équivalent des prop types sur les composants. Sauf que là, c'est obligatoire. Si vous ne la mettez pas, il ne file pas le contexte aux enfants. Donc ça permet de le protéger. Parce que le contexte est assez dangereux à utiliser si on l'utilise mal. Du coup, ils ont mis ça pour le protéger. Donc là, j'ai essayé de mettre un exemple. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un peu flou. Donc en gros, là c'est un composant à la con, il fait rien du tout, à part renvoyer son enfant. Ici il y a une méthode de getChildContext qui renvoie une couleur, et c'est exactement comme une props, sauf que c'est pas explicite et que c'est la méthode getChildContext qui le renvoie. Et donc il y a un enfant, pour utiliser le contexte d'un parent, il doit, en fait il a un objet dans son this local, dans le contexte de la fonction, en fait, il a un objet contexte. Et pour pouvoir l'utiliser, de la même manière que le parent doit définir des prop types, l'enfant doit aussi en définir. Donc, si on dit, voilà, ça c'est un composant qui va utiliser le contexte, ici on le récupère dans le contexte comme une props, comme on ferait avec un this.props, on a juste ça juste la prop type à setter, et il faut que le parent, par contre, ait défini le contexte qu'il allait mettre en place. Donc ça, c'était plus pour présenter un peu l'API et les méthodes. On peut aussi le faire avec une fonction. Donc en fait, tout à l'heure, je disais, il y a le premier argument qui est très connu, parce que tous ceux qui utilisent des fonctions pures font ça. En fait, le deuxième argument, c'est simplement le contexte.
Donc avec les fonctions pures, c'est aussi très simple d'utiliser le contexte. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Désolé. Ça ne devrait pas être ça. Mais, enfin, il ne devrait pas y avoir this, quoi. Et on peut, même si c'est une fonction, on peut lui citer une propriété de la même manière. Donc voilà, après si on met ça en action, on se met un composant et on peut descendre l'arbre aussi profond qu'on veut, le contexte sera accessible. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est... On va revenir dessus après. Donc c'est globalement vraiment super simple, c'est comme les props à mettre en place. La question qu'il faut se poser, c'est comment on l'utilise, dans quel cas on l'utilise, et qui est-ce qui l'utilise, pourquoi on n'en entend pas parler. Donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait ça plutôt que des props directs? Voilà pourquoi je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc j'ai pensé à un cas d'utilisation qui est volontairement pareil, un peu simpliste, c'est pour essayer de faire sentir un truc. Moi quand en fait le contexte, j'avais vu ça passer, etc. Je voyais pas trop comment l'utiliser bien, et en fait c'est en lisant le code de Redux, les bindings pour React de Redux, bah, ça m'est tout de suite apparu plus limpide comment bien l'utiliser. Donc j'ai essayé d'amener un peu ce cheminement-là. Donc en gros, si on imagine un arbre, un composant d'arbre avec un parent, des enfants, des petits-enfants, et qu'on se dit, j'ai une propriété qui est la langue, par exemple, de mon application, qui est classique, on a une application internationale, l'internationalisation à gérer, comment est-ce que je fais transiter ma langue partout? C'est vraiment un cas très simple, mais c'est ce qu'ils mettent en avant dans la doc, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, je vais essayer de faire... Je crois que le là, c'est peut-être un peu plus visible. Peut-être que Zoom marche mieux. Donc là, c'est un GSB. En gros, on se crée un parent avec une propriété langue. Et donc en gros, on va filer la langue au premier enfant. Le premier enfant qui est ici va lui récupérer la langue. Donc comme il prend les props en argument de la fonction, c'est de l'S6, ça permet de récupérer la propriété sans faire des props points, etc. Et donc ici, il file la langue à l'enfant, au petit enfant qui est ici. Donc en gros, donc c'est assez simple, c'est un arbre, on fait transiter une prop. Donc là, c'était le truc. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? La prop explicite langue, on la voit transiter, c'est super lisible. Ça, pour le coup, pour certaines props, c'est vraiment très bien. Par contre, en fait, on se rend compte que le composant child, donc là il y a un niveau, mais il faut imaginer une appli où on peut avoir des fois des arbres très profonds, et il fait transiter explicitement une props, alors qu'il n'en a pas besoin en fait, il fait que la faire passer. Et donc du coup, on peut dire que ce composant, il n'est pas pur au travers de la propriété langue. Pour ses fonctionnalités à lui, il n'en a pas besoin. Et du coup, il y a certains cas où c'est... surtout quand on essaye de prendre du recul, d'abstraire un peu ce qu'on fait avec les composants ou de définir des comportements, c'est souvent gênant. Donc, parce que, je pense que tu as très bien dit tout à l'heure dans ta présentation, on essaie de faire des composants dumb la plupart du temps. Et qui dit dumb dit très testable, dit facile à mettre à jour. Et si on se trimballe des props qui ne concernent pas, ça diminue la testabilité, ça diminue la réutilisabilité. Et on crée du couplage en fait. Et c'est le couplage qui est dur à maintenir à long terme dans une application, surtout si vous avez beaucoup de pages, beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc en fait, on veut définir soit des dumb components, soit des comportements qu'on va pouvoir mutualiser et globaliser. Voilà. Donc en fait, pourquoi, là effectivement c'est sur C dans mon exemple, mais pourquoi est-ce que pour des cas comme ça, on n'essaierait pas d'utiliser le contexte pour voir un peu ce que ça donne? Donc si on reprend un peu, on va voir ici. Donc là ici j'ai essayé de
réimplémenter le même exemple avec le contexte. Donc on retrouve la méthode getChildContext qui est ici, et qui on file la langue, hops, et on voit que le child, on lui file aucune props. Par contre, on doit protéger le parent en disant hop, ma langue c'est un string et vous allez pouvoir la récupérer. Et ici, j'ai fait un enfant qui n'a pas la langue, et par contre, j'ai fait un petit enfant qui lui utilise la langue via son contexte. Et enfin, on voit que la propriété passe bien, la langue elle est définie ici. Donc enfin, en fait, on se rend compte que le parent, il n'a pas à définir une propriété directe à l'enfant. Enfin, le child, il ne file pas la langue, il s'en fout. Donc du coup, c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on recherche de pouvoir rendre le composant abstrait de la notion de langue. Donc la protection par les context types et les child context types, c'est intéressant pour ne pas faire de bêtises. Par contre, c'est vraiment verbeux. Ça crée un couplage qui est quand même un petit peu explicite ici. Enfin, qui n'est pas explicite, mais que il y a un couplage quand même, quelque part, entre le composant final qui va utiliser le contexte et le parent qui définit le contexte, qui n'est pas explicite, donc c'est un peu dangereux. Donc on voit tout de suite que la notion de contexte, elle devient potentiellement dangereuse à utiliser. Et en fait, même si le code est assez clair, c'est pas forcément super lisible. Si on lit un composant tout seul, on voit pas forcément d'où ça vient. Et du coup, ça résout certains problèmes de la solution d'avant, mais ça en apporte des nouveaux. Et ce qu'on peut se dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire? Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de certains patterns qui existent en React ou qui sont utilisés dans certaines librairies? Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, moi je me suis vraiment penché sur le contexte à partir du moment où j'ai vu que dans Redux, c'est ça qu'ils utilisaient pour le state. Je pense que Redux, il y a eu plusieurs présentations ici. Tout le monde doit à peu près voir ce que c'est, mais c'est un flux qui est basé sur le state est calculé par une composition de réducteurs qui sont que des fonctions pures. Donc toujours on retrouve cette logique de fonctions pures qui marche bien. Et en fait, le binding avec React qui est proposé par Redux fournit deux objets principalement qui sont connect, la fonction connect qui est une behavior, la fonction provider. Provider sert à fournir le state du composant et connect à le récupérer. Donc en fait, si on regarde ici, c'est un exemple de Redux, donc qui est dans leur doc. En fait, on se rend compte que le state, on va le filer par un composant au-dessus, qui va être englobant, à qui on va définir explicitement ce que c'est le comportement, enfin le store. Et on ne s'occupe pas de filer le store au composant fils. On s'embête pas. Et donc pour connecter l'application, on utilise simplement la petite fonction connect avec une fonction pour lire le state. En fait, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'appliquer ce pattern à notre exemple précédent? Donc en fait, on a besoin d'introduire un lang provider, on se calque sur Redux, et un lang connector. Ça devrait être un L minuscule, donc c'est plutôt une fonction. Donc en fait, si on... Essayer de se rappeler un petit peu l'exemple précédent. En gros, ce qu'on se dit, si on utilise ça, le parent, ça redevient un composant pur qui fait que définir son enfant, lui, et il n'a pas de notion de langue. L'enfant non plus n'a pas de notion de langue ici. Normalement, il n'y a que le petit enfant qui va avoir en props la langue, si on suit la logique de rédaction. Donc pour faire ça, en fait, le lang provider, il va venir ici entourer l'application parent. Et pour connecter le petit enfant, on va lui appliquer la fonction connect lang qui va lui ajouter la fonctionnalité. Donc ça, c'est un pattern qui est assez connu en React. Donc, on se retrouve avec des composants qui sont purs. On met explicitement l'objet dans le contexte avec le provider. Donc du coup, tous nos composants ils deviennent très facilement testables, facilement lisibles. Dans le code, c'est assez explicite et les noms fonctionnent bien. On n'a pas aussi la validation de contexte à écrire avec un pattern comme ça. C'est assez fastidieux de tout le temps écrire ça. Alors que là, c'est abstrait par le connecteur.
Donc ça c'est un gros plus. Donc après la question qu'on peut se poser c'est comment est-ce qu'on crée ces composants Lang Provider et Connect. Donc le Lang Provider ça va simplement être une fonction qu'on va... en fait ça va être un composant englobant qui va juste fournir l'enfant et appliquer la fonction getChildContext et définir le childContextType. Donc c'est super simple à écrire. Donc forcément, en vrai, ça peut être plus compliqué parce que là on file une props statique. Si on imagine que, dans l'exemple de Redux, ça vient de store, il faut des fois se poser la question du should component update, des choses comme ça. Mais l'implémentation de ça, c'est super naïf. Par contre, derrière, ça amène énormément de sécurité dans le code. Et c'est facile à faire. Et le Lang Connector, c'est un terme, c'est pareil, qui est assez connu. C'est créer une annotation au-dessus d'un composant. On fait ça en créant un composant d'ordre supérieur. Lui, il va juste aller lire dans le contexte. Donc lui, il va connaître le contexte. La fonction connect to la langue va connaître le contexte. Par contre, notre composant fils, il va la récupérer en props. Donc celui qui en a besoin, lui, il l'exprime en tant que props. Donc ça devient testable, ça devient clair, lisible. Mais par contre, le connecteur, lui, il connaît le contexte. Et si ça évolue, si ma fonctionnalité de langue, elle évolue, j'ai deux trucs à mettre à jour. Donc imaginez ça avec des choses qui sont plus compliquées, c'est super intéressant. On se retrouve avec une séparation des concerns et on écrit un maximum de fonctions pures. Et ça c'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper important. J'ai fait un petit slide sur le life cycle, c'est documenté. De la même manière que sur les props, sur le state, on a des méthodes. Tu parlais tout à l'heure du fait que React réutilise les composants. Ces méthodes-là, il faut les implémenter aussi pour ces cas-là, parce qu'ils ne sont pas toujours influenciés. Des fois, c'est juste les props qui sont mis à jour. Si on a des states internes dans les composants, il faut faire attention. Il faut essayer d'en avoir le moins possible. Il a des équivalents à ce qu'ont les props. En fait, c'est à chaque fois les arguments. Donc en fait, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai prévu maintenant des cas de la vie réelle, parce que forcément, mon arbre à 3 niveaux, c'est pas un cas de la vie réelle, c'est pas problématique de faire passer les props. Donc je l'ai dit, Redux, pour moi, je pense que c'est utilisé maintenant par tous les projets React qui démarrent, tellement c'est bien. Et je pense que c'est intéressant de savoir ce qu'on utilise en fait. Quand on utilise Redux, on utilise le contexte. Il faut être conscient de ces choses-là. Donc, passer le state, ça permet vraiment d'avoir facilement le state quasiment à l'extérieur des composants React et tous les composants qui en bénéficient sans que ça soit fort à écrire ou à lire. Donc il y a React Router aussi qui utilise beaucoup le contexte. On peut aller voir le code de React Router, c'est pareil. Donc tout à l'heure il y a les réseaux compose qui étaient mentionnés. Je n'utilise pas personnellement, mais vu qu'ils implémentent tous ces patterns connus de React, ils ont des méthodes pour utiliser le contexte plus facilement. Voilà. En fait, nous, dans le cadre ici, moi je bosse sur le fait de faire des outils pour que les gens créent les applications dans la boîte. Vu qu'on essaye d'industrialiser beaucoup de choses, on se retrouve avec des modèles de données qui peuvent être des fois assez complexes. On essaye d'industrialiser ça avec des métadonnées. Donc en fait, ces métadonnées, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu global à l'application, qui est de la configuration. Et on ne maîtrise pas forcément bien quand est-ce que les gens vont vouloir les utiliser, à quel niveau des composants. Et avant, on se retrouvait à chaîner des fois toutes les props sans trop regarder ce que c'était dans l'arbre. Forcément, ça amène des risques, on se trimballe des props dont on n'a pas besoin. C'est assez sale. Et donc du coup, là on arrive à, par exemple, à amener est-ce que le champ est requis, les domaines, ça nous sert à dire autre chose qui va nous voir quel composant on va utiliser pour tel domaine de valeur. Et ça, on le gère maintenant, on est en train de le mettre en place avec le contexte pour simplifier ça. Il y a des choses, j'ai mis master data, c'est des listes déroulantes dans l'application, c'est pareil, c'est des choses, c'est connu, c'est isolé, c'est certains services. On veut que ce soit très simple pour les gens de les utiliser. On a essayé de mettre ça accessible, on va essayer de mettre ça dans le contexte. Donc voilà. Après, moi quand j'ai commencé React, j'ai eu tendance à faire beaucoup de mixing qui était velu et trop compliqué. Et on le paye aujourd'hui. Et je
pense qu'il y a certains mixings qu'on n'arrive pas forcément à résoudre avec des composants d'ordre supérieur, ou en séparant en plusieurs niveaux de composants qui sont très clairs et très unitaires. On doit peut-être pouvoir penser à cette notion de contexte dans certains cas pour voir est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas. Je vais conclure. Donc, déjà, petit rappel, ayez en tête quand même que c'est une fonctionnalité. On est prévenu dans la doc que c'est potentiellement pas stable, mais bon, vu que vous utilisez des leads qui l'utilisaient, voilà. Essayez d'utiliser les props quand vous pouvez. Pour moi, il faut vraiment qu'on ait besoin d'abstraction d'une notion pour utiliser le contexte. Normalement, les props c'est suffisant et c'est mieux. Donc, quand est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Donc ça, ils le mettent dans la doc, l'utilisateur courant, le langage, si on a des thèmes applicatifs. Je pense pour les métadonnées, pour quand on veut abstraire un comportement. Et aussi, il y a des cas où, nous, ça nous est arrivé, où on avait des choses qui étaient stockées dans des modules, pas vraiment des variables globales, mais du coup, on avait une dépendance entre un composant et une initialisation qui avait pu être faite ailleurs de certaines informations. Là-dessus, je pense qu'on pourrait utiliser le contexte aussi pour récupérer des informations de manière plus propre, plus visible et plus compréhensible par les gens, et aussi plus évolutive. Donc voilà, j'ai fini. J'ai mis le lien des slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour dire que on recrute pas mal. N'hésitez pas si vous voulez faire du React. C'est pas 100% des journées qui sont du React, mais il y a vraiment beaucoup de React dans nos applications. C'est aussi une manière de monter en compétence.